Très heureuse de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs, pour notre messe dominicale. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir quelqu'un du G7. Vous l'avez demandé, mesdames et messieurs. Et bien voilà, un membre du G7 est avec nous. Il est vice-président de ce regroupement. Il est député national élu de Lubumbashi dans le Katanga. Vous l'avez sans nul doute deviné. Eh bien, il s'agit de Christian Mwando Timba. Très heureuse de vous recevoir, Christian Mwando Timba. Merci. Comment ça va Lubumbashi aujourd'hui? Parce qu'on a ouï dire, nous qui sillonnons le net, aujourd'hui la vie sociale est assez dure à Lubumbashi. Le sac de maïs, de farine de maïs a augmenté de presque 40-50%. Est-ce vrai aujourd'hui? Augmenté de 40-50%, non, triplé de prix. Parce que, triplé de prix? Oui, je pense que lorsque le gouverneur Moïse a quitté le gouvernorat, le sac était à plus ou moins 13 000 francs par sac. Okay. Et aujourd'hui, le même sac est à 45 000 francs. Donc, nous sommes dans une situation économique et sociale qui est tout à fait explosive. Et nous demandons aux autorités en fonction de faire un effort parce que sinon la population est actuellement en train de mourir de faim à Lubumbashi. Ok. Vous êtes fils du regretté Mwando Timba. D'ailleurs, je profite aussi de l'occasion pour vous présenter, pas des condoléances, mais vous fortifier. Mais aujourd'hui, Christian Mwando Timba, est-ce que le poids ou l'héritage de votre père vous pèse-t-il aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous êtes fait un nom où on vous qualifie par rapport à votre père? Bon, on ne peut pas ne pas me qualifier par rapport à mon père, hein, parce que vous savez toute la place que mon père a occupée au niveau du pays, au niveau de la famille aussi. Donc, quand on est le fils de son père, donc on est toujours jugé par rapport à lui. Mais je pense que il m'a suffisamment préparé que pour assumer ces responsabilités-là, je suis fier d'être son fils. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette histoire, avant que nous passions à la rétrospective proprement dite, de fils d'eux, est-ce que ça pose pas de problème? Est-ce que le fils doit nécessairement suivre le chemin de son père? Pas nécessairement, mais je crois que dans beaucoup de métiers d'ailleurs, parce que les gens ne se rendent pas compte souvent, que dans beaucoup de métiers, les fils suivent leur père. Lorsque un fils grandit dans de bonnes conditions, il prend toujours généralement son père comme modèle et il a tendance à le suivre. Vous verrez souvent que dans le métier de médecin, il y a beaucoup de médecins qui sont fils de médecins, des avocats, des juges, ainsi de suite. Mais seulement au niveau de la politique, c'est plus frappant lorsque les deux personnes émergent. Parce qu'il y a d'autres qui ont suivi leurs parents, mais qui n'ont pas su émerger. Donc, et c'est tout à fait normal. Et ce n'est pas seulement au Congo. Vous suivrez, vous avez très bien suivi qu'aux États-Unis même, il y a eu Bush père et ses deux fils. Aujourd'hui, en Belgique, il y a Charles Michel, qui est le fils de Louis Michel. Les Sarkozy, c'est la même chose. Les Le Pen. Ici au Congo, il y a Kabila père, il y a Kabila fils. Il y a Tshombe qui a été au Katanga. Il y a Madame Tshombe qui est là. Donc, il y a Christian, il y a Kamitatu, il y a les autres. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu partout au monde que ça se passe. Ce n'est pas un cas particulier pour le Congo. Pour le Congo. Voilà, mesdames et messieurs, nous entrons donc dans le premier condensé. Comme vous le savez, le pays est encore en deuil. Nous allons parler en grande partie encore aujourd'hui de Étienne Tshisekedi. Le tout premier condensé, eh bien, c'est par rapport aux réactions. Les réactions continuent de fuser. Nous allons prendre la réaction du professeur Kambaï et du professeur Kabeya par rapport à l'héritage de Tshisekedi ou qui a été Tshisekedi et son apport. La réaction de la société civile par rapport, en tout cas, au testament que nous a légué Étienne Tshisekedi, peut-être politiquement. Et enfin, la réaction des combattants, comme on les appelle, par rapport à l'héritage politique d'Étienne Tshisekedi. N'importe qui pleure Étienne Tshisekedi. Parce qu'il a rencontré ce que le peuple voulait. Et le peuple ne voulait qu'une chose, ne veut qu'une chose, ne voudra qu'une chose. C'est qu'on respecte sa dignité, une valeur démocratique, qu'on respecte sa dignité, qu'on respecte sa liberté pour lui et pour plusieurs. C'est ainsi que Tshisekedi ne dira jamais, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Non, il vous dira, le peuple d'abord signifie dignité du peuple, liberté du peuple. Il est le chef des esprits. Il n'est pas le chef des armées. Et quiconque veut conduire son peuple, il doit aspirer à en diriger les esprits. Et les esprits sont dirigés par des gestes.
il y a une gestuelle du symbole qui est adaptée pour diriger les esprits. Prêter le serment. Quel enseignement? Quel enseignement? C'est hautement significatif. C'est la prise en charge des esprits qu'il croyait avoir voté pour lui et l'avoir plébiscité comme président de la République. Il posait ce geste devant ses esprits pour dire « j'ai accompli ». Je voudrais un peu qu'on revienne un tout petit peu au Nazaréen. Il dit, vous voulez que moi je gouverne la Palestine? Il dit non. Mon royaume, c'est pas celui-là. Mais il était pour le royaume des esprits. Et en fait, en cette matière, il a montré qu'il était le chef, qu'il était le maître. Ici, nous sommes bel et bien dans la résidence d'Étienne Tshisekedi à la 10e rue Lumété. La population s'y rend afin de se recueillir sur l'endroit où Étienne Tshisekedi passait sa journée. On y trouve son portrait, sa chaise, les drapeaux du parti ainsi que celui de la République. Ces combattants retrouvés sur place se disent être outillés pour la poursuite de son combat. Il a fait un grand travail, il nous a formés. C'est-à-dire, on a perdu seulement Tshisekedi, Marie à Maman Marthe, mais on n'a pas perdu Tshisekedi idéologie. Papa qui est zapo a persécution contre aussi des consciences qui vont monter. Certains vont jusqu'à dévoiler l'héritage acquis d'Étienne Tshisekedi. Il nous a laissé un héritage et l'héritage là, c'est le combat que nous allons poursuivre jusqu'à l'aboutissement final de Salit. Il a fait ce qu'on appelle l'éveil national. Et à part ça, il nous a donné un modèle, la constance dans la politique. Testament, accord. Testament, il faut l'appliquer. Et là, on a capté pas Tshisekedi, naza constant pour défendre la valeur, na idole à Tshisekedi en tant que jeune Congolais. Héritage, ezali accord batikeli biso. Il faut enterrer na honneur. Avec testament, on a to tomboli boye, mandala la tozo sepela. D'autres par contre conditionnent l'arrivée de la dépouille mortelle du Sphinx de Limété. Ouais, les problèmes qu'il y a par rapport aux enjeux, nous disons ceci. Le corps du président Tshisekedi viendra ici à Kinshasa que quand on aura à finaliser les accords de la CENCO. Il n'y aura pas obsèques ici à Kinshasa si on ne finalise pas les accords de la CENCO. Tshisekedi n'est plus, certes, mais à la classe politique congolaise d'honorer l'homme qui a lutté toute sa vie pour l'avènement de la démocratie au pays, en renchérit ce combattant du parti cher à Étienne Tshisekedi Wamulumba. Je reviens à vous, Christian Mwando-Nsimba. Il y a une certaine opinion qui pense que, d'ailleurs, je l'ai entendu moi-même, que Tshisekedi a blanchi le G7 parce que, selon une certaine opinion, le G7 est allé vers Tshisekedi pour retrouver une certaine virginité politique. Est-ce que vous partagez ce point de vue aujourd'hui? Mais absolument pas, parce que je pense que c'est une opinion qui est tout à fait fausse, parce que le G7 avait toute la latitude, si le G7 ne croyait pas en la démocratie, de continuer avec le pouvoir en place. Vous savez que le G7, c'est pour la première fois au niveau de notre pays, en 2015, qu'il y a un groupe de gens qui se sont décidés d'abandonner, de démissionner de leur poste au niveau du gouvernement, de ne pas s'accrocher pour faire respecter l'alternance, la première alternance démocratique dans notre pays. Donc, il y a une conviction derrière la démarche du G7 qui a démissionné, qui a abandonné les honneurs parce qu'on avait compris que le président de la République, la majorité présidentielle à laquelle nous appartenions, n'était pas prête à conduire vers les élections. Nous avons mené la bataille démocratique à l'intérieur de la majorité, nous avons été incompris et nous avons décidé de tout laisser tomber pour combattre la tendance vers la dictature. Et à cela, nous n'avions besoin de personne. Et
il faut aussi considérer. Quand même, l'apport ou le soutien d'Etienne Tshisekedi vous a été précieux quand même. Bien entendu, on ne peut pas nier. Nous avons été répondre à l'appel du président Tshisekedi pour former ensemble le rassemblement. Parce que nous avions compris qu'une opposition divisée, d'une part la dynamique de l'opposition, de l'autre part l'UDPS et alliés, et d'un autre côté le G7, on ne pouvait pas aboutir à quelque chose de grand. Et donc, quand le président Tshisekedi nous a appelés, nous a approchés pour que nous fassions un rassemblement et que nous puissions mener la lutte en commun, nous avons été tout à fait prêts à rejoindre son combat, et nous avons mené le combat ensemble, nous l'avons rejoint dans le combat, et nous avons conscience qu'il est le pionnier, qu'il est le doyen, et de tout ce qu'il a fait pour la République, et nous avons accompagné dans le même sens. Et je pense que vous êtes aussi consciente que l'arrivée du G7 dans l'opposition a fortement renforcé la lutte, a donné un plus grand poids au combat, et ça a permis quand même de favoriser... À renforcer l'opposition financièrement, puisque on dit que le G7 a renfloué les caisses. Renforcer l'opposition financièrement, chacun peut dire ce qu'il veut, mais sur le plan même de la popularité, parce que nous avons quand même des gens qui ont une assise. Moi-même, je suis un élu de la ville de Lubumbashi. Vous avez d'autres élus, vous avez des grands partis comme le MSR, le PDC, l'ARC, l'ARCO et l'UNAFEC, qui sont des grands partis du G7, qui ont ramené aussi un poids sur le plan politique, sans compter l'appui sur le terme de l'expertise. Parce que le G7 a quand même l'avantage d'avoir en son sein les gens qui ont la capacité de gestion, qui ont la culture de gestion et qui ont contribué quand même à améliorer ou à compléter les idées qui étaient déjà très fortes. Vous avez suivi ces Quinois qui parlent du testament de Etienne Tshisekedi, c'est l'accord du 31 décembre. Est-ce qu'aujourd'hui, Christian Mondo Simba, est-ce qu'on n'est pas en train de marchander, entre guillemets, le rapatriement de la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi par rapport à cet accord? Vous l'avez suivi, ils disent que si l'accord n'est pas appliqué, Etienne Tshisekedi ne sera pas inhumé. Est-ce que, selon nos coutumes africaines, nos traditions africaines, est-ce que c'est bon de faire ça aujourd'hui? Parce que le monde ne peut plus parler aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas en train de salir, entre guillemets, son combat aussi par rapport à ça? Bon, il faut considérer d'abord une chose, c'est que moi je ne voudrais pas réduire le combat de Tshisekedi à l'accord qui a l'accord de la Saint-Sylvestre. Tshisekedi a mené un combat et son testament, le plus grand testament, c'est la démocratie que nous devons défendre à tout prix dans notre pays. Et il a démontré à la jeunesse qu'on ne peut pas vivre simplement par rapport à certains intérêts, surtout aux intérêts matériels, mais qu'on peut défendre un idéal. Et je pense que, ce faisant, il a donné une impulsion, un testament à la jeunesse, surtout pour dire que voilà un pays que vous pouvez faire grandir dans la démocratie. Maintenant, pour en revenir à votre préoccupation, il faut faire la part des choses. Il y a une chose qui ne peut pas être compréhensible aujourd'hui, c'est de pouvoir enterrer ou accepter que Tshisekedi, cette icône de la démocratie, soit enterrée par un pouvoir ou un gouvernement que lui-même a considéré au départ comme illégitime. Ça, je crois qu'on peut le comprendre. Mais le temps passe aussi, Christian Mondo Simba, pour changer de gouvernement, par exemple. Aujourd'hui, ça doit prendre du temps, le gouvernement doit être... Excusez-moi, je voulais terminer. Oui. On doit d'abord considérer cela. Deuxièmement, il y a cet accord qui traîne en longueur pour l'application, parce que vous savez que plusieurs dispositions ne sont pas appliquées. Quel est le souci de la population? C'est le souci de la population, c'est que on donne un signal fort pour que on puisse enterrer le président Tshisekedi dans la concorde. Le signal fort, ce serait une amorce de l'application. Le chef de l'État a aussi donné ce signal fort. Il a demandé à Sami Badibanga, qui est le premier ministre, qu'on le veuille ou pas, il est le premier ministre actuel, qui prenne toutes les dispositions, en tout cas utiles, pour enterrer dignement ce grand fils du pays. Est-ce que logiquement, je sais que nous sommes dans un processus de réconciliation et de cohésion nationale. Est-ce que logiquement, vous pensez que Badibanga, qui a abandonné le combat en cours de route et qui a pris autour du président Tshisekedi 2 de ses médecins pour les débaucher
les mettre dans son gouvernement, qui a, disons les mots tels qu'ils sont, trahi le combat de Tshisekedi. Pensez-vous que si il organise les obsèques de Tshisekedi, ce serait quelque chose qui va contribuer à la sérénité? N'oubliez pas, madame, que si Tshisekedi doit être enterré demain ou après-demain, il y aura 2 millions, 3 millions de personnes dans la rue. Est-ce que les gens qui veulent la paix, les gens qui veulent la sérénité, vont accepter que dans ce contexte, que ce soit ce gouvernement qui l'enterre? Moi, je pense... Parce que c'est un digne fils qui mérite vraiment un enterrement digne de ce nom. Qui va le faire? Je pense... Vous laissez ça aux militaires de l'UDPS? Il n'appartient pas qu'à l'UDPS. Je pense que, peut-être que vous l'avez entendu de par les militants du rassemblement, il faut un signal fort. Si par exemple, ce n'est pas une exigence, le président de la République nommait déjà le Premier ministre qui a été déjà proposé par le rassemblement, s'il le nommait, je crois que ça sera un signal fort d'apaisement. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir un gouvernement investi, mais ça va être un signal fort pour dire qu'il y a la bonne volonté de commencer l'exécution de ces accords pour lesquels le président Tshisekedi s'est battu jusqu'à sa mort. Donc, aujourd'hui, on constate qu'il y a 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Maintenant, on veut que le président Tshisekedi soit enterré dans la sérénité. Nous sommes d'accord avec vous qu'on ne peut pas faire de l'application de l'accord un élément de chantage. Mais quel est l'élément, selon vous, ou selon les gens qui nous écoutent, qui peut ramener la sérénité, qui peut baisser la tension, si ce n'est le geste de bonne volonté de début de l'exécution de l'accord par la nomination du Premier ministre? Je pense, en réfléchissant, que ça peut être un geste. Si ce n'est pas possible, je pense que il faut trouver le mécanisme d'apaisement. Mais selon l'accord, en fait, selon la Constitution, vous devez proposer 3 à 5 noms au chef de l'État et le laisser dans son pouvoir discrétionnaire de choisir le Premier ministre. Pourquoi vous voulez simplement celui que vous avez choisi? Parce qu'il y a au moins, à part celui, le nom proposé par Étienne Tshisekedi, mais il y a quand même d'autres intelligences qui peuvent aussi être Premier ministre. Pourquoi ne pas laisser cette latitude au chef de l'État de choisir son Premier ministre? Je crois qu'il faut être clair. Je crois que vous avez lu l'accord. Parce qu'il ne faut pas, généralement chez nous, on essaye de mettre en application ce qu'on dit comme adage. Hein. Un Africain, si vous voulez lui cacher quelque chose, mettez-le dans un livre ou mettez-le par écrit, parce qu'on ne le lit pas. Il y a une mauvaise foi manifeste de la part de la majorité présidentielle. Parce que l'accord, si vous l'avez lu, dit le Premier ministre est présenté par le rassemblement est nommé par le président de la République. Donc c'est très clair, ça ne prête même pas à discussion parce que le Premier ministre, pas un candidat ou des candidats parmi lesquels le Premier ministre, je crois que nous comprenons tous très bien le français. Bon, le Premier ministre. Et puis les autres avaient signé sous réserve. Ce n'était pas pour la question du Premier ministre, c'était pour la question de l'inclusivité. Donc cette question ne posait pas problème. Et sortons un peu de ce genre de mythe qu'on veut créer autour du pouvoir discrétionnaire. Non. Nous entrons dans une phase qui est une phase de gouvernement d'union nationale et de cohabitation. On ne doit pas quand même imposer à l'autre camp les gens qu'on veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est important, le président de la République et le président de la République, il est là aussi en fonction des accords que nous avons conclus, et doit être capable, et je crois qu'il l'est, de travailler avec toute personne de bonne moralité que le camp de l'opposition trouve en mesure de mener. Et pas imposer des choses qui ne sont pas des choses qui ont été convenues dans l'accord. Nous continuons, nous restons toujours dans ce chapitre. Nous nous rendons en Belgique, précisément à Bruxelles, où, comme vous le savez, les obsèques dignes, en tout cas, d'un chef d'État, permettez l'expression, ont été organisées pour Étienne Tshisekedi. Nous avons les images avec nous, la réaction de Jean-Claude Vomba, qui est député national, qui s'est rendu personnellement à Bruxelles pour assister à ces obsèques et la messe de suffrage, en tout cas, pour Étienne Tshisekedi. Bruxelles, capitale belge,
Palais Elzel, c'est le troisième et dernier jour des obsèques d'Étienne Tshisekedi, dont la dépouille mortelle, exposée dans cette prestigieuse bâtisse, a bénéficié des derniers hommages rendus par toute la communauté congolaise de l'Europe, de l'Asie, Amérique et même de l'Afrique. L'instant était plein d'émotions et de consternation pour la diaspora congolaise, dont l'attachement à Étienne Tshisekedi et à son combat politique n'était plus à démontrer. Avec un seul choix, et son choix c'était son peuple, et vous êtes ici nombreux pour le rendre hommage. Bruxelles s'est transformée en capitale de la RDC pour cette retrouvaille des Congolais de l'étranger en guise des adieux aux leaders maximaux des l'UDPS qu'ils ne reverront plus jamais. Des cris, des tristesses poussés par l'assistance qui, à travers des applaudissements, s'est souvenu du combat du père de la démocratie congolaise. Hormis la signature du livre des condoléances, les moments étaient marqués par des recueillements qui ont permis aux uns et aux autres de déposer des germes de fleurs devant la dépouille des illustres disparus, ce avant d'exprimer quelques mots d'encouragement et de soutien moral à la veuve et aux enfants de Tshisekedi. Était également présent à ces obsèques la délégation du Parti socialiste conduite par son président, la délégation du Parlement européen et quelques membres du gouvernement belge dont l'attitude a été saluée par la communauté congolaise. Après le palais d'Israël, voici une autre retrouvaille de la communauté congolaise de l'étranger autour de la dépouille mortelle Étienne Tshisekedi. C'est ici la cathédrale basilique de Bruxelles où une messe de suffrage en mémoire du Sphinx de Limité a été dite ce jeudi en présence de la veuve et des enfants Tshisekedi ainsi que de plusieurs membres de la famille élargie de l'illustre disparu. Émotion, consternation et pleurs étaient encore au rendez-vous. Difficile pour les uns et les autres d'oublier celui qui, de son vivant, était soit père, mari, mentor, collaborateur, leader, voire un modèle de vie et de combat politique. À l'issue de cette messe, en mémoire d'Étienne Tshisekedi, plusieurs personnalités politiques congolaises qui étaient présentes ont fait des déclarations à l'instar de Moïse Katumbi qui a émis le vœu de rentrer à Kinshasa avec la dépouille mortelle de Tshisekedi. Et pourtant, dans la ville capitale, la RDC, la date précise de l'arrivée de la dépouille fait encore l'objet d'une controverse entre le parti de la 10e rue et le gouvernement. Ainsi, la présence annoncée de l'ex-gouverneur de l'ex-province du Katanga semble être un défi lancé contre la justice congolaise qui attend Moïse Katumbi pour un dossier d'escroquerie. L'homme serait peut-être encouragé de regagner le pays à la suite de mesures de décrispation politique contenues dans l'accord du 31 décembre. La première des conditions, nous devons savoir là où sera inhumé le président Étienne Tshisekedi. Nous n'avons pas besoin d'aller dans un cimetière. Il est grand temps au Congo que nous puissions faire ériger un mausolée où tous nos vrais patriotes qui sont reconnus à la nation puissent exercer. C'est comme le Panthéon en France. Donc, c'est pour cela, Jean-Claude Vouemba et le MPCR proposent en face du palais du peuple, derrière les tribunes du triomphal, il y a cet espace vert qui est là, qui contourne. Il faut déjà débarrasser les préfabriqués chinois de leur chantier et aller jusqu'à la rivière entre la police nationale qui est là et l'immeuble Zolantima. Nous pouvons ériger un grand mausolée là-bas. En ce qui concerne le président Tshisekedi, son premier acte de bravoure de la démocratie, c'était au Pont Capu, en 82. Sa dernière prestation politique,
C'était le 31 juillet 2016 sur le terrain de boulevard Triomphal. Donc cela va de soi qu'un sépulture puisse être là, mais ça doit être commun pour tous les deux. Christian Mando Simba, voilà la controverse, c'est autour de l'inhumation ou du lieu d'inhumation du Sphinx de Limété. Et d'ailleurs, nous avons essayé de fouiller. On a vu que trois grands hommes de notre pays, deux plutôt, merci, ont été enterrés à l'extérieur. Moïse Tchombe, je crois c'est en Algérie, et Mobutu au Maroc. Et aujourd'hui, vu tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'on ne parvient pas à s'entendre, est-ce qu'il y a-t-il risque, Christian Mando Simba, que Etienne Tshisekedi soit enterré en Belgique aujourd'hui? Enterré en Belgique, je ne pense pas, hein, mais si aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies et que le pouvoir en place ne montre pas de signe de bonne foi pour honorer le président Tshisekedi à sa dimension, il pourrait l'être en attendant que les conditions soient réunies pour qu'il soit enterré dans la dignité et dans l'honneur, conformément à ce qui est attendu. Parce qu'il y a des préalables. Vous avez suivi l'honorable Vwemba qui dit il faut chercher un lieu symbolique. Il faut tout ça. Est-ce qu'il y aura la bonne volonté de le faire? S'il y a la bonne volonté de le faire, il le sera ici. Sinon, il peut momentanément être enterré à l'extérieur, quitte à ce qu'au moment où les conditions seront réunies, qu'il revienne au pays. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de premiers ministres qui sont décédés dans ce pays, mais pourquoi aujourd'hui, pour Tshisekedi, ça pose problème? Mais madame, je crois qu'on a dit depuis le début, Tshisekedi c'est un cas particulier dans ce pays. Parce que, comme le disent, l'ont dit mes prédécesseurs que vous avez suivis, c'est le père de la démocratie. Aujourd'hui, pendant 40 ans, c'est l'homme qui s'est battu et qui est resté debout, malgré que tout le monde, la plupart des politiciens, ont flanché, et qui est resté debout pour nous montrer le repère, la direction à suivre pour instaurer la démocratie dans ce pays. Donc, si la démocratie a quand même amorcé, parce qu'on n'y est pas totalement, un décollage, c'est parce que pendant 40 ans, cet homme, qui s'appelle Tshisekedi, a su rester debout et défendre la ligne, quelle que soit la prison, les coups de fouet, la corruption autour de lui, qui s'est installée, il est resté debout. Donc, c'est un repère. Donc, ériger un monument, faire un mausolée, est un signe pour de réminiscence qu'on ne puisse jamais oublier qu'il y a des gens qui sont restés debout et notamment lui, un symbole de la démocratie. Donc, il ne faut pas confondre Tshisekedi avec l'ensemble des autres hommes politiques. Et je crois qu'il s'agit d'un cas particulier qu'il faut avoir la modestie de reconnaître comme un cas qui doit être honoré de manière particulière. Particulière, c'est vrai, mais quand même, comparaison n'est pas raison, mais nous ne vivons pas, comme moi je dis toujours, en vase clos. Nous savons qu'en France, il y a le Panthéon où sont enterrés vraiment les dignes fils de la France. Pourquoi ne pas peut-être faire un Panthéon pour nous? Parce que même pour Lumumba, qui est aussi le père de l'indépendance, on ne sait même pas où aller s'incliner par rapport à lui. Pourquoi ne pas faire ce Panthéon-là où sera enterré pour le futur, les dignes fils de ce pays aussi. Pourquoi pas? Mais moi, je ne pense pas que ça soit très difficile. L'idée est une idée qui est tout à fait géniale parce que ça pourrait permettre d'ailleurs de regrouper un certain nombre de personnalités historiques de ce pays au même endroit. Je pense que l'idée pourrait être exploitée par les dirigeants de ce pays pour être mise en application. Nous revenons à l'endroit que proposé par l'honorable Jean-Claude Vwemba, derrière, en face du palais du peuple, pour ce mausolée-là. Ça peut prendre combien de temps pour la construction d'un mausolée? Doit-on faire quelque chose à la va-vite pour qu'il rentre directement ou c'est ça le problème, c'est le timing. Ça fait déjà plus d'une semaine que le président Tshisekedi s'en est allé. Construire encore ce mausolée, le deuil va prendre autant de temps? Bon, est-ce que ça dépend, l'emplacement, trouver l'emplacement et tout. Est-ce que on va attendre tous ces événements, ça, ne sachant pas combien de temps ça va prendre, ou on peut
d'abord enterrer, quitte à ce qu'on puisse exhumer plus tard, après avoir fait tout ça. Je pense que cette décision appartient aux organisateurs et à la famille du président Tshisekedi. On a soulevé un point aussi à Bruxelles, on a vu la présence de Moïse Katumbi qui a carrément dit qu'il reviendrait avec la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi, mais les réactions n'ont pas tardé à fuser. Hein. Mendel a dit, chez Okitundu aussi, pas question qu'il rentre. S'il rentre, la justice, en tout cas, va être avec lui. Alors, pour vous, est-ce que c'est seulement une façon de faire le buzz pour Moïse Katumbi, ou il va réellement rentrer, parce qu'il y a aussi une grande frange de la population qui l'attend ici en RDC. A-t-il peur de la justice ou va-t-il affronter une fois de plus la justice congolaise? Non, je pense que d'abord je voudrais revenir sur une chose. Il y a un groupe de personnes qui doivent arrêter de considérer la République démocratique du Congo comme leur propriété privée, où ils peuvent avoir une justice à leur dimension, selon leur goût. Ils doivent décider qui doit rentrer au Congo, qui ne doit pas rentrer au Congo, qui se prennent pour des super Congolais par rapport aux autres Congolais. Ça, je crois qu'on doit arrêter. Dans ce pays-ci, on a vu des gens qui ont mangé des gens, qu'on a laissés en liberté. On a vu des gens qui ont tué, d'autres qui occupent aussi des grands postes aujourd'hui. On fait la rébellion où il y a des avions qui ont été abattus, qui sont là en train d'essayer de se montrer comme des anges et des gens qui n'ont rien à rendre comme compte à la population. Le cas de Moïse Katumbi est un fils de ce pays. Moïse Katumbi a quitté le pays avec l'autorisation du procureur général de la justice. Moïse Katumbi a le droit de revenir dans ce pays quand il veut. Maintenant, ceux qui considèrent que leur pays, ce pays-ci, c'est leur chose à eux, et qu'ils peuvent décider quel fils de ce pays peut rentrer, quel autre ne peut pas rentrer, qui peut être dehors et qui ne peut être dedans, nous leur souhaitons bonne chance, qu'ils continuent à agir de la manière dont ils sont en train d'agir, mais qu'ils sachent qu'un jour, ils auront de comptes à rendre et à la population et à la même justice de ce pays qu'ils essayent d'instrumentaliser. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, nous restons toujours dans ce même dossier, la réaction du porte-parole du gouvernement par rapport à l'organisation des obsèques. C'est un défi logistique, l'organisation des obsèques d'Etienne Tshisekedi. Il n'est pas n'importe qui. Christian, pardon, ça c'était votre père. Christian Wando Simba l'a dit. C'est vraiment un défi logistique, sécuritaire et tout. Et bien, nous avons le point de vue du gouvernement et la réaction de l'ADER, un parti politique de la République démocratique du Congo, par rapport au rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi. Tout d'abord, on a mis en place une commission spéciale. L'organisation des obsèques d'Etienne Tshisekedi à Kinshasa se précise. À en croire Lambert Mende, le gouvernement ainsi que la famille biologique et politique du Sphinx semblent avoir trouvé un compromis. Il est ici question de rendre un hommage digne de son rang à cet ancien homme d'État congolais. Nous avons pris la décision de mettre à disposition un avion spécial qui va devoir être dépêché à Bruxelles pour ramener la dépouille de M. Etienne Tshisekedi ainsi que les membres de la famille qui ont fait ou auront fait le déplacement de Bruxelles. Ensemble avec la famille, nous avons retenu le Palais du Peuple comme lieu d'exposition de la dépouille de M. Tshisekedi. C'est donc au Palais du Peuple qu'aura lieu le recueillement, ainsi qu'auront lieu les hommages officiels et les hommages populaires. Ce sera au Palais du Peuple. Le Trésor prend en charge l'ensemble des frais relatifs aux obsèques de M. Tshisekedi, parce que c'est un ancien Premier ministre. C'est le protocole qui est en vigueur. Certaines questions restent cependant en suspens, telle la date du rapatriement de la dépouille de Tshisekedi ou encore l'érection d'un mausolée en mémoire de l'opposant. Il y a une forte délégation de la famille et du parti qui vont pour préparer ce rapatriement. Attendons qu'ils nous donnent le jour. C'est eux qui vont préparer ce rapatriement. Il leur appartient de nous dire quand ils seront prêts pour que l'avion que le gouvernement va mettre à disposition puisse être mis à leur disposition. Le gouvernement estime avoir fait sa part et demande à la famille, tant biologique que politique, de faire la sienne. Le président Etienne Tshisekedi Wamulumba
venait de tirer sa dernière révérence. C'est une communication en hommage à Étienne Tshisekedi. François Mwamba va dans un premier temps donner la biographie de l'illustre disparu. Il va ensuite revenir sur les différentes facettes de l'homme en tant qu'intellectuel et opposant. Enfin, parler de ses œuvres et de son héritage. Dans ce moment où il disparaît, Dieu a voulu qu'Étienne Tshisekedi Mulumba puisse, à la tête de l'opposition, une opposition enfin rassemblée, livrer un dernier combat qui a donné lieu à l'accord politique de la Saint-Sylvestre. Fort de ce qu'il considère comme testament d'Étienne Tshisekedi, le président de l'ADER va formuler une série de demandes à la SYNCO ainsi qu'à la famille biologique de Tshisekedi. À la SYNCO de permettre la reprise et la conclusion rapide de l'arrangement particulier en cours de négociation, en ce compris la présentation pour nomination par le président de la République du nom du Premier ministre sur lequel le rassemblement a porté son choix du vivant de l'illustre disparu. L'ADER demande à la famille biologique de devoir patienter encore quelques jours avant de rapatrier la dépouille de Mukulumba Étienne Tshisekedi Mulumba, icône de toute la nation congolaise, pour qu'à la faveur de la conclusion définitive des termes de référence de son dernier combat, l'ensemble de notre peuple, réunis pour la circonstance dans toutes ses diversités, puisse dire à Mukulumba Yachichi, repose en paix. En attendant la réponse de la famille d'Étienne Tshisekedi, l'ADR et François Mwamba se disent d'ores et déjà favorables à l'érection d'un mausolée. La permanence de l'UDPS devra abriter ce monument funéraire, un lieu de pèlerinage où chacun pourra se rappeler le combat de l'homme de la 10e rue, a indiqué François Mwamba. Christian Wando, vous avez suivi le porte-parole du gouvernement. Lambert Mende, en tout cas, a donné quelques détails par rapport à l'organisation des obsèques d'Étienne Tshisekedi. Mais vous avez suivi aussi la réaction du secrétaire général de l'UDPS qui a dit carrément niet aux propositions du gouvernement. Est-ce que cela ne constitue pas déjà un couac dans l'organisation de ces obsèques? Parce que c'est vraiment un défi, moi je répète, c'est un défi logistique, sécuritaire et tout ça. Est-ce que c'est pas déjà un couac dans tout ça? Et bien sûr qu'il y a un véritable problème aujourd'hui. Je vous ai dit que partant d'une très bonne intention du gouvernement de prendre en charge les obsèques du président Tshisekedi, c'est une très bonne initiative. Le gouvernement l'a toujours fait pour les grandes personnalités de ce pays. Il faut le préciser aussi. Il l'a toujours fait pour les grandes personnalités de ce pays, mais pour mon père, il ne l'a pas fait. Ça, c'est une autre parenthèse. Mais, je reviendrai dessus. Merci de me rappeler. Mais il faut dire que la question ici, le quoi qui se pose, c'est de savoir, aujourd'hui, malgré cette volonté-là, est-ce que les conditions sont réunies pour que l'enterrement du président Tshisekedi se fasse dans l'apaisement? La réponse est clairement non. Parce que les conditions dans lesquelles la population se trouve aujourd'hui, du point de vue de la tension politique, du point de vue de l'absence de l'apaisement du climat politique, ne permettra pas que ça se fasse sans casse. Donc, et avec raison que l'UDPS demande qu'il y ait des gestes qui soient posés pour qu'on puisse apaiser la population de manière à ce que le corps du président Tshisekedi puisse rentrer dans la sérénité. Et parmi ces gestes à poser, je pense que le secrétaire général de l'UDPS a demandé la formation du gouvernement d'union nationale et également la présentation ou la prise en charge d'un lieu où le président ce monument. Oui. C'est vrai que Étienne Tshisekedi était le seul à l'époque de son vivant à calmer la foule, même si c'était des millions et des millions, il était le seul à les calmer. Aujourd'hui, qui peut faire cela? Qui peut calmer cette foule aujourd'hui? Moi, je pense que la foule aujourd'hui a compris qu'il y avait cette icône qu'est Étienne Tshisekedi qui est parti, mais Étienne Tshisekedi a pu former
quand même la population dans la compréhension de la bonne marche démocratique. Si des bases d'une démocratie réelle, des bases d'une alternance démocratique sont posées maintenant, des bases d'un apaisement, d'une décrispation sont posées maintenant, la population va comprendre d'elle-même et l'attitude va changer, le climat va être apaisé et le corps du président Tshisekedi pourra être enterré sans problème. Est-ce que il ne peut pas aussi être enterré à Kabeya-Kamanga, chez lui, dans son village natal? Il a été à un moment aussi relégué là-bas, hein, c'est aussi historique, non? Non, je pense que le président Tshisekedi a dépassé ce stade. Il n'appartient plus à son village ou à sa région, il appartient au peuple congolais tout entier. Et je pense que même l'Afrique même tout entière l'a adoubé. Voilà, vous avez relevé un point, j'allais en parler, vous l'avez déjà ouvert cette parenthèse. C'est vrai que beaucoup de questions s'est posées par rapport aux obsèques de votre père. C'était une grande personnalité qui ne connaissait pas votre père, mais on avait eu l'impression, ça c'est vrai, que le gouvernement congolais ne s'y était vraiment pas impliqué. C'est parce qu'il était au G7 ou tout simplement parce qu'il avait dit non au pouvoir? Bon, c'est sa punition, c'est sa punition posthume? Je ne souhaite pas entrer dans ce débat. Mais je vous dis tout simplement qu'il n'y a absolument rien qui a été fait pour lui jusqu'aujourd'hui. Vous avez pris en charge vous-même les dépenses, les obsèques et tout, c'est la famille qui a... Bien entendu. Quel était le dernier poste qu'avait occupé votre père? Il était premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il n'a même pas été... Le Sénat n'a rien pris en charge. Moi, j'aimerais bien avoir l'éclaircissement. Il n'a pas été... son corps n'a pas fait un tour au Sénat et tout. Non, pas du tout. Non, à l'Assemblée, au Palais du Peuple. Au Palais du Peuple, oui. Mais le Sénat a débossé quelque chose? L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, pardon. Non. Comment ça? Il était quand même président. Mon père, quand même, qui était président de l'Assemblée nationale il y a des dizaines et des dizaines d'années, l'Assemblée nationale a donné quelque chose. Comment pour votre père, l'Assemblée nationale n'a rien déboursé? La question doit être posée à l'Assemblée nationale. Rien du tout. Je reviens. L'Assemblée nationale n'a rien déposé par rapport aux obsèques de votre père. C'est moi qui vous le dis, donc je suis la personne la mieux placée. Voilà, nous prenons les chiffres. C'est vrai que quand il s'agit d'organisation, il y a aussi les chiffres. Donc, la transparence, parce qu'on sait qu'en République démocratique du Congo, il y a toujours problème de transparence. Est-ce que, pour vous, l'organisation des obsèques, c'est pas aussi un moyen pour d'autres personnes de tirer un peu de sous dans tout ça? Bon, je pense qu'il faut demander à ceux qui manipulent. Est-ce qu'il n'y a pas une organisation qui doit s'occuper vraiment de tout ça, côté financier? Parce qu'on ne sait pas d'où vient l'argent, combien on débourse, on n'a jamais su. Par exemple, pour King Kester et Menéa, par exemple, on ne sait pas comment on a déboursé. Pour Taboulé, on ne sait pas trop bien combien. On ne sait pas trop bien, parce qu'on a vraiment un problème avec les chiffres en RDC. Bon, il faut voir. Je crois que ça, c'est la responsabilité de l'institution qui organise les funérailles. Donc, si c'est le gouvernement, je suppose que le gouvernement est assez responsable que pour mettre en place une commission avec un contrôle suffisamment strict que pour que les choses se passent sans que les gens puissent en tirer des bénéfices en parallèle. Quand le porte-parole du gouvernement dit, par exemple, qu'on va allouer un avion, qu'on va affréter un avion pour le rapatriement du corps, vous avez un prix déjà, par exemple, pour la location d'un avion? On aimerait savoir. Ça coûte combien la location d'un avion? Je ne sais pas, parce que ça, c'est un avion qui fait le trafic extérieur. Je n'ai pas le prix pour l'Europe jusqu'au Congo. Je n'ai pas le prix, non. Ok, je crois que nous restons encore dans ces sujets. Nous restons toujours dans l'actualité, la disparition d'Étienne Tshisekedi. Comme vous le savez, nous prenons maintenant le point de presse de l'UDPS. On a anticipé, mais maintenant nous avons encore plus d'images et la descente de la dynamique de l'opposition au siège de l'UDPS. Le communiqué de la veille du gouvernement relatif aux obsèques d'Étienne Tshisekedi est remis en cause ce mercredi par son parti. L'UDPS parle d'une récupération malveillante du régime en place. Par le biais de son secrétaire général Jean-Marc Kabunda Kabund, l'UDPS va rejeter une à une toutes les options levées par l'exécutif central. Ainsi, l'UDPS ne reconnaît aucun autre comité parallèle, notamment celui rendu public par le porte-parole du gouvernement. Ipso facto, l'UDPS n'est pas intéressé par l'offre des titres de voyage
faite par l'actuel gouvernement à sa délégation pour la raison suivante. Le caractère malveillant et ostentatoire de cette offre nous pousse à croire que nous sommes face à des calculs politiques de mauvais goût dont l'objectif est de faire du tapage et marchandage inutile. Pour l'UDPS, le seul cadre politico-juridique devant régir l'espace politique congolais demeure l'accord de la Saint-Sylvestre. D'où la nécessité et l'urgence de mettre en œuvre l'accord global et inclusif du 31 décembre 2016 de manière intégrale pour décrisper la situation politique du pays, et cela en conformité avec le vœu populaire qui estime que seul un gouvernement mis sur pied en application de cet accord a le droit d'accompagner le deuil de notre cher président. Quant aux dates du rapatriement et de l'enterrement de celui qu'ils appellent désormais notre héros, elles restent soumises à deux préalables. La fixation du lieu et de la forme de l'enterrement. L'érection d'un mausolée au centre-ville de Kinshasa où sera gardé pour l'éternité le corps du père de la démocratie. La prise en charge de tous les frais liés aux obsèques par l'État congolais à travers le gouvernement de large union nationale en vue. À leurs militants, en particulier au peuple congolais en général, l'UDPS les invite à afficher une attitude de recueillement et de sérénité jusqu'à l'inhumation du Sphinx. La dynamique de l'opposition à la permanence de l'UDPS, du moins une aile de cette plateforme, conduite par Claudel Loubaya. Les membres de ce regroupement politique ont voulu aller au-delà d'un simple message à la presse pour présenter leurs condoléances au parti d'Étienne Tshisekedi. En même temps, la dynamique tenait à réaffirmer et à rassurer son partenaire du rassemblement sur sa disponibilité à poursuivre le combat de Tshisekedi. Donc notre présence ici, c'est pour vous exprimer le nom de cette partie, notre compassion, mais aussi vous dire qu'en cette période, vous n'êtes pas seul. La dynamique de l'opposition est avec vous, le rassemblement est avec vous et le peuple congolais tout entier est avec vous. La démarche a été saluée par le secrétaire général de l'UDPS. Jean-Marc Kabunda Kabund va inviter la dynamique à mettre à profit ce moment de deuil pour se réunifier. Nous comptons beaucoup sur la dynamique parce que c'est une grande force. La dynamique, c'est toute une machine au sein du rassemblement. Ainsi, sachez qu'à tout temps, à tout moment, nous viendrons chez vous parce que nous aurons toujours besoin de vous pendant cette période difficile que nous sommes en train de traverser. Une fois de plus encore, j'ai dit merci à toute la délégation qui vous accompagne et que nous allons garder ces moments comme un moment fort de l'histoire de ce pays et que c'est aussi un moment pour nous de nous réconcilier si ça n'allait pas bien, de nous remettre en question, surtout au niveau de la dynamique. Je crois que la mort du président Tshisekedi peut aussi aider à ce que les gens qui ne s'entendaient plus hier puissent se mettre ensemble, laver les linges sales en famille et rebondir sur de bonnes bases. Pour rappel, deux franges de la dynamique se disputent depuis plusieurs semaines la modération de cette plateforme. Christian Mondosimba, le grand baobab est tombé, sont étalés. Maintenant, nous devons gérer l'après Tshisekedi. Déjà, on sent les failles, on sent les couacs, on sent les divisions. Est-ce qu'aujourd'hui, l'après Tshisekedi signifie mort du rassemblement, mort de l'UDPS, mort de la dynamique de l'opposition aujourd'hui? Je pense que non. La mort de Tshisekedi, c'est justement un signal fort pour le rassemblement. Parce que c'est autour de lui, c'est lui qui nous a demandé de nous réunir pour être plus forts et pouvoir réussir cette alternance démocratique. Donc, je ne pense pas que maintenant que le président Tshisekedi est parti, que l'un d'entre nous, d'entre les plateformes, prendrait la responsabilité de cette scission. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde fait de son mieux pour que la cohésion soit encore plus forte qu'avant
Et aujourd'hui, par rapport à ce que vous dites, nous savons que nous avons une responsabilité historique et nous sommes en train de travailler et nous sommes ensemble pour aller de l'avant dans la cohésion. Nous tweetons, je sais que moi je vous suis aussi sur Twitter, Mutinga Modeste a déjà tweeté, il a dit l'argent est déjà en train de circuler pour faire tomber les rassemblements, l'argent est déjà en train de circuler pour faire tomber l'opposition, puisque on vous connaît, entre guillemets, permettez l'expression, que les Congolais sont facilement achetables, sont facilement corruptibles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, personnellement, Christian Mondo Simba, si on vous proposait un poste, admettons, disons, de Premier ministre, est-ce qu'aujourd'hui, Christian Mondo Simba quitterait et choisirait aujourd'hui d'être, par exemple, Premier ministre? Bon, je pense que Christian Mondo aurait commencé d'abord, s'il avait besoin de tout ça, par ne pas démissionner de son poste de ministre des Finances du Katanga. Ayant décidé de démissionner du poste de ministre des Finances du Katanga, ça montre déjà la détermination que nous avons d'aller jusqu'au bout. Donc, ce n'est pas les postes qui vont nous affaiblir aujourd'hui. Et justement, nous étions en train de parler du président Tshisekedi pour dire que voilà un homme qui nous a montré l'exemple. L'exemple que on peut se battre pour un idéal en dehors des intérêts purement matériels. Donc, à mon avis, pour honorer ne fût-ce que cette mémoire, par l'exemple que l'icône nous a donné, nous devons rester fidèles à un idéal. Et aujourd'hui, au G7, nous avons ensemble cette conviction que nous avons abandonné les honneurs, nous avons abandonné des postures de joie pour un idéal, et ce n'est pas à l'arrivée que l'un d'entre nous pourrait laisser tomber cet idéal pour s'accrocher aux biens matériels ou à des postes qui sont passagers par ailleurs. Mais quand même, comme on le sait, l'accord, comme on le sait, il y aura la formation du gouvernement qui doit intervenir. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un des préalables pour l'inhumation d'Étienne Tshisekedi. Donc, les postes sont là. Vous êtes partie prenante, vous êtes prenant pour les postes. Bien entendu, vous avez bien suivi tous les sacrifices que le rassemblement a consentis, même pendant la répartition de ces postes. Aujourd'hui, vous avez compris que le rassemblement n'aura que 13 postes de ministres et 3 postes de vice-ministres sur 53. Donc, c'est moins du tiers. Donc, les postes n'ont pas été la principale préoccupation du rassemblement. Mais toujours est-il que lorsque le gouvernement sera formé, bien entendu, les gens du rassemblement devront se trouver dedans pour appuyer l'action du Premier ministre de manière à faire aboutir le projet d'organisation des élections à la fin de l'année dans les délais. Déjà, donc pour vous, sûr et certain que Sami Badibanga partira. Bon, s'il ne part pas, comment ça va se passer? Parce que c'est ça aussi la peur des gens, vu que l'accord on ne parvient pas à la mettre en application. Sami Badibanga va rester, il va faire son travail. Non, c'est-à-dire, il ne faut pas dire qu'on n'arrive pas à mettre en application. Il y a un camp qui ne veut pas. Ce camp, c'est la majorité présidentielle. Oui, il faut pas la majorité présidentielle ne veut pas de l'application de cet accord. On a commencé par dire qu'il est non inclusif. Les évêques ont obtenu l'inclusivité. Maintenant, on revient à la question du Premier ministre, alors que l'accord est clair là-dessus. Vous avez suivi, on veut revenir au problème du Conseil national de suivi, alors que... la place était réservée à Étienne Tshisekedi, mais non, c'est encore... un débat qu'on veut ouvrir, alors que l'accord est clair que c'est le président du Conseil des sages, du Rassemblement, qui occupe d'office, sans citer le nom du président Tshisekedi. Donc, c'était pas lié à la personne de Tshisekedi. C'était pas lié à la personne. Je ne dis pas que ce n'est pas écrit. Il faut lire l'accord, madame. C'est écrit le président du Rassemblement. Donc le président du Rassemblement, quel qu'il soit, c'est lui qui est d'office le président. Non, vous voyez que toutes ces manœuvres sont faites pour ne pas appliquer l'accord. Les décisions, la décrispation politique, il n'y a rien presque qui est fait pour décrisper la situation politique. Les poursuites, quand vous voyez une province comme le Katanga, aucun geste de décrispation n'a été posé, aucun prisonnier n'a été libéré, aucune chaîne n'a été ouverte, aucune manifestation n'est autorisée. Donc, on bloque. Mais Katanga semble être en dehors de la RDC aujourd'hui. Qu'est-ce que se passe? En principe, on a l'impression que le Katanga, c'est une zone militarisée, qui est une zone qui est pratiquement mise à part, où toutes les libertés sont ficelées et on voudrait continuer comme ça. Donc, par rapport à ça, il faut donc comprendre qu'il y a un camp
qui ne veut pas de l'application de cet accord. Ici, la question du Premier ministre Badi Banga. Mais c'est une question qui est très simple. Sami Badi Banga n'est pas du rassemblement. L'accord dit que le Premier ministre est issu du rassemblement. Donc déjà, l'application de l'accord veut dire que Sami Badi Banga part. Maintenant on dit, et si Sami Badi Banga ne démissionne pas, on pose... Parce qu'il a dit lui-même, le chef de l'État n'a pas la capacité ou les prérogatives de le faire partir. Mais il doit démissionner. S'il ne veut pas démissionner. Mais s'il ne veut pas démissionner, je vais vous poser la question. Est-ce que vous croyez que le Premier ministre actuel, Sami Badi Banga, n'est pas suffisamment politique ou n'est pas suffisamment intelligent que pour comprendre que s'il refuse de démissionner, c'est la fin de sa carrière politique parce qu'il va se faire humilier à l'Assemblée nationale? Il faut comprendre une seule chose. Le patron qui gère cette situation et qui a toutes les cartes en main, c'est le président de la République. Parce que si le président de la République dit à Sami Badi Banga, monsieur Sami Badi Banga, j'attends votre démission, le Premier ministre n'a pas d'autre choix que de présenter sa démission. Sinon, première chose, si ce n'est pas l'Assemblée nationale, il pourrait se retrouver avec un gouvernement où 3/4 des ministres pourraient démissionner et le laisser seul. Donc, ça deviendrait une coquille vide. Et cette humiliation-là, aucun Premier ministre ne peut l'accepter. Il est là par la volonté du président de la République. Si le président de la République le lui demande, Sami Badi Banga va partir. Donc, cette question, c'est un faux fuyant. Demain, moi je suis convaincu, si la volonté d'appliquer les accords est là, Sami Badi Banga va bel et bien déposer sa démission, parce que je le connais, c'est quelqu'un de raisonnable, il va bel et bien déposer sa démission, et le processus va se poursuivre normalement. C'est une question tout simplement de bonne foi, et lorsqu'on négocie de bonne foi, et qu'on veut appliquer les choses de bonne foi, je crois que tout peut aller vers le mieux. C'est la mauvaise foi qui fait qu'on en soit là jusqu'aujourd'hui. C'est vrai que c'est une question qui n'a pas été traitée dans les infos de Congo Télévision, mais nous avons comme relevé, vous avez été ministre, même si c'est provincial, mais c'est quand même ministre. Est-ce que le ministère est géré par des arrêtés, des décrets? Parce que vous avez suivi la lettre de Tambemamba au Premier ministre, qui lui démontrait à plus B que c'est pas possible qu'il puisse suspendre les arrêtés ministériels. Comment est géré, par exemple, un ministère provincial? C'est par arrêté, par décret, comment ça se fait? Par arrêté. Bien entendu, ça dépend. Moi, je ne sais pas quelles sont les conventions au niveau du gouvernement, mais bon, il y a normalement certains arrêtés qui, pour être appliqués ou pour être pris par le ministre, doivent être débattus au sein du Conseil des ministres. Donc, je pense que en demandant au ministre, au vu de la délicatesse de la situation, aux différents ministres de bien vouloir soumettre au préalable les projets d'arrêté, le Premier ministre Sami Badi Banga n'a pas commis un acte, il a posé plutôt pour moi un acte responsable. C'est pas anticonstitutionnel comme l'a dit Tambemamba? Non, c'est une mesure conservatoire. C'est une mesure conservatoire parce que Sami Badi Banga sait, comme tout le monde, que ce gouvernement est un gouvernement, passager. On ne peut pas laisser ce gouvernement, les ministres de ce gouvernement, poser n'importe quel acte. Parce que vous savez très bien que dans 2 semaines, dans 1 mois, ce gouvernement ne sera plus là. Donc, les ministres, dans l'optique que donne le ministre de la Justice, pourraient poser des actes inconsidérés, sachant que dans 2 semaines, dans 3 semaines, ils ne seront plus là. Donc, les mesures conservatoires que prend le Premier ministre actuel sont des mesures que je trouve de bonne gestion. Et le fait de le contredire, et je pense que c'est un incident grave, où le Premier ministre aurait dû montrer un peu plus de poigne en tapant sur les doigts de ce ministre qui ose l'humilier et le défier publiquement. Je pense que la crise de l'autorité est bien présente, elle s'est bien enracinée et vous en avez une preuve de plus. C'est une guerre de positionnement. On sent que Sami Badi Banga n'a pas de poigne. Il ne maîtrise pas ses ministres. Et non seulement il ne maîtrise pas ses ministres, mais ses ministres ne le respectent pas. Et cela est très grave dans la mesure où nous sommes dans un pays
qui est en train de déraper complètement sur le plan économique. Vous avez vu que le taux de change du dollar est passé aujourd'hui à plus de 1300. Et vous avez l'inflation, parce que il n'y a pas assez de recettes et la communauté internationale ne va pas nous appuyer tant qu'il n'y aura pas un nouveau gouvernement d'union, de cohésion nationale. Et ceux qui s'amusent à bloquer sont des gens qui ne se rendent pas compte de la gravité des faits. La déliquescence du pouvoir. Vous avez au Bas-Congo les Bundu Diamala, vous avez au De Kassai, vous avez le Kamuna Sapo, vous avez de l'autre côté, au Katanga chez vous avec vous avez les Pygmées dans le Tanganyika. Donc vous avez un État qui n'existe pas. Aujourd'hui, on en est à se battre avec les flèches, les bâtons. Et on est revenu à quelle époque? L'État est en déliquescence, les gens doivent cesser de s'amuser. On doit conclure rapidement cet accord, mettre en place un gouvernement responsable pour qu'on rétablisse l'autorité de l'État et qu'en même temps, rapidement, on puisse préparer les élections pour décembre de cette année et conduire à une alternance pour avoir des institutions. Madame, ça il faut que je le dise aussi. Nous allons y arriver parce que vous avez déjà parlé des élections. Nous allons parler de la sensibilisation de la CENI à Wamba et lancement de la campagne de fistule. Ça, c'est vraiment le côté social. Nous avons clos le chapitre sur Etienne Tshisekedi. Nous allons donc parler de la libération de quelques militants de la Lucha. Plus de détails donc dans ce condensé. Corneille Nangaa dans son Wamba natal, un retour vers la source pour le président de la CENI, mais avec un objectif précis. Mobilisation pour le lancement imminent de l'enrôlement en territoire de Wamba, en particulier dans toute la province du Haut-Ouélé en général. Il se pose des problèmes, il s'est posé des problèmes pour les territoires qui sont limitrophes aux provinces qui ont déjà lancé l'opération. Les gens ont tendance à aller s'enrôler. C'était quelque chose de sensibiliser, que chacun attende l'enrôlement dans son entité de résidence. Ça permettra donc en ce que vous votiez facilement. Le seul principe, c'est que montre-moi où tu t'es fait enrôler et je t'indiquerai où tu voteras. Si vous êtes dans une entité, attendez le centre d'inscription qui va s'ouvrir bientôt dans votre entité. Ainsi, le patron de la centrale électorale aura des échanges tous azimuts avec aussi bien les forces vives que les confessions religieuses de ce territoire du Haut-Ouélé. Tous affichent leur détermination à s'impliquer en vue de la réussite de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs. C'est d'abord un combat pour l'ensemble de la province. Nous devons nous mobiliser tous pour que nous puissions effectivement avoir un nombre élevé d'élus pour mériter des sièges, d'abord au niveau de la province, mais après ça sera au niveau du territoire. Donc la population n'attendait que ça. À noter que plus de 240 000 électeurs sont attendus dans le territoire de Wamba. Elles sont plus de 40 femmes porteuses de fistules ciblées par cette campagne contre la fistule. Ces femmes seront gratuitement prises en charge grâce au partenariat gouvernement, UNFPA et l'hôpital Biamba Marie Mutombo. La campagne a démarré, vient de démarrer ce matin avec beaucoup de détermination. Soucieux d'offrir des soins de qualité aux porteuses de la fistule, l'UNFPA a octroyé un lot important de médicaments, mais également des matériels destinés au bloc opératoire pour la chirurgie. Les matériels qu'on utilise au bloc opératoire pour faire cette chirurgie. Les chirurgiens venus de l'étranger vont diriger les interventions soutenues par ceux de la RDC spécialisés dans la réparation des fistules. Une compétence, on l'acquiert, on la consolide et on la transfère à d'autres. Et je pense que les praticiens qui sont là avec nous aujourd'hui et pour les campagnes qui sont déjà passées sont de très bons niveaux pour aider ces pauvres femmes à sortir de ce calvaire. À en croire les bénéficiaires de cette campagne, celle-ci vient leur redonner de l'espoir et la dignité perdue dans la société. J'ai attrapé cette maladie lors de l'accouchement. Après avoir sillonné plusieurs hôpitaux, j'ai appris qu'à l'hôpital Biamba, il y a une campagne sur l'opération de la fistule. Que Dieu fasse grâce.
J'ai été plusieurs fois victime de discrimination à cause de cette maladie. Personne ne pouvait me supporter dans la communauté. Lorsque mon beau-fils a appris cette nouvelle, il a demandé à ma fille de m'amener à l'hôpital Biamba Marine Tongo pour des soins gratuits. En tant qu'indigente, j'ai pensé que l'hôpital Biamba est réservé aux nantis. En réalité, tel n'est pas le cas. Signalons que ces bénéficiaires ont été recrutés grâce au concours des ONG locales et des églises. À cet effet, une dizaine de malades ont subi l'intervention chirurgicale pour cette première séance. C'est le mercredi 8 février dernier que Patrick Moussassa a recouvré sa liberté. Ému, ce militant de la lucha réitère son engagement à sa lutte. On a passé 11 jours au camp Tchatch et par là c'était le 26 qu'on était transféré à l'ANER. Je ne vais pas reculer, j'étais dans mes droits. Arrestation puis libération sans avoir été jugé, Patrick Moussassa dit que la plupart des jeunes de la lucha qui ont eu maille à partir avec les services de sécurité ont connu le même sort. La dignité humaine et la justice sociale, c'est le leitmotiv de toutes les actions de la lucha, à en croire. Bienvenue, Matumo. On ne peut pas continuer à arrêter les gens illégalement sans aucun motif valable et puis les libérer après pour se montrer faire des solutions. Je crois qu'il est temps qu'on arrête ces méthodes archaïques d'arrêter les jeunes activistes et puis pour qu'on les fasse passer comme des marchandises qui devaient être négociées. Il est normal que les gens manifestent, revendiquent leurs droits, exigent le respect de la Constitution, exigent la salubrité dans la vie de Kinshasa. La lucha va intensifier et multiplier ces activités dans la vie de Kinshasa pour que l'opinion nationale soit informée et prenne conscience de leur pouvoir. Il faut que les Kinois comprennent que cette lutte leur appartient, que cette lutte pourra sauver ce pays. Lucha n'a pas comme cible Joseph Kabila, Lucha n'a pas comme cible Kimbuta, mais Lucha a comme cible la bonne gouvernance. Mais qu'en est-il de la position de la lucha par rapport à l'accord de la Saint-Sylvestre? Les politiciens ont trouvé un accord qui viole notre constitution. Et nous, en tant que mouvement citoyen, nous constatons, nous nous battons pour que l'autre questionnaire soit établi. À noter que sur les 7 militants arrêtés en décembre dernier, selon leur propre comptabilité, 6 ont été libérés et un seul reste encore en détention à la prison centrale de Goma. Christian Monosimo, on avait déjà abordé la question sur les élections. Je sais que dans le Katanga, il y a déjà des vols de kits électoraux. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'ex-Katanga. Les élections se tiendront-elles vraiment au mois de décembre avec tout ce qui se passe? C'est là l'accord, c'est au mois de décembre, en 2017. Oui. Mais on craint justement le temps qu'on est en train de perdre. Parce que depuis la signature de l'accord, vous vous rendez bien compte que nous aurons perdu 45 jours. Exactement. Donc, tout cela fait partie de la stratégie de la majorité présidentielle pour arriver à déborder du délai prévu, parce que confirmer et continuer dans la stratégie de glissement. Aujourd'hui, avec la difficulté que vous avez suivie de décaissement pour la CENI, avec la difficulté de déploiement, le mécanisme ne suit pas, la difficulté au niveau des recettes pour le pays. Maintenant, on est en train vraiment de se poser la question, si on arrive à la fin de ce mois sans qu'il y ait un gouvernement responsable, sans qu'il y ait le soutien de la communauté internationale, est-ce qu'on pourra tenir les délais? Je pense que non. On va être hors délai parce qu'on aura déjà perdu 2 mois, donc il faudra peut-être rajouter 2 mois supplémentaires, mais si les choses sont mises en place et que la CENI est gérée de manière à raccourcir les délais, notamment dans les commandes. Vous devez changer aussi le bureau de la CENI, je vais dire que... Ce n'est pas prévu, ça ce n'est pas prévu. Dans les... il est demandé seulement aux membres du bureau qui appartiennent à différentes composantes. Si la composante le souhaite, elle peut changer ce membre du bureau, mais pas la restructuration. Pas la restructuration proprement dite. Mais nous revenons dans votre circonscription de Lubumbashi.
Par rapport aux élections, comment ça se passe? Les kits sont déjà là-bas? Est-ce que vous avez déjà des échos par rapport à... Oui, l'enrôlement a déjà commencé, mais nous ne savons pas le nombre d'enrôlés depuis... Ça a commencé depuis bientôt 1 mois, je crois, et normalement ça poursuivait son cours. Mais ce qui nous inquiète par contre par rapport à la ville de Lubumbashi, je crois que je l'ai dit, mais on ne le dira jamais assez, c'est l'état de siège dans lequel se trouve cette ville. Toutes les libertés sont suspendues dans la ville de Lubumbashi. Mais c'est un fait grave parce que nous sommes quand même dans une période préélectorale où on doit ouvrir l'espace des libertés pour permettre aux hommes politiques de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'implanter, de pouvoir circuler librement. L'espace de liberté est fermé. Vous avez suivi que le président Kyungu, qui est le président du Rassemblement pour le Grand Katanga, est menacé. On a levé son immunité, il est entendu. Nous avons le professeur Wit Mulongo qui est en prison. Nous avons plus de 300 jeunes de différents partis politiques qui se trouvent aujourd'hui emprisonnés pour des questions politiques. Je pense que la question électorale ne concerne pas seulement l'enrôlement, concerne également le respect des libertés fondamentales. Vous avez suivi aussi par rapport à la libération des militants de la lucha, c'est quand même une bonne chose. C'est aussi parmi la campagne de décrispation politique. Hein. Non, c'est une bonne chose que nous saluons, mais nous souhaitons qu'en dehors des activistes de la société civile, qu'on commence aussi, qu'on accentue aussi la libération des hommes politiques. Parce que ce sont les hommes politiques qui sont les véritables concurrents sur les terrains et il n'y a pas beaucoup de mouvement au niveau des hommes politiques. À Lubumbashi, au Katanga, il n'y a pas de libération? Il n'y a aucune libération qui a été faite jusqu'à ce jour. Ok. Nous allons terminer par rapport à la campagne contre la fistule. En tout cas, l'hôpital Marie Mutombo se bat en tout cas par rapport à cette maladie qui est vraiment très très grave pour la femme. Et au Katanga, vous avez quand même des structures qui soignent cette maladie? Surtout dans l'arrière-pays, ça cause énormément de dégâts. On n'a pas de structure établie, mais je sais que régulièrement, il y a des organisations comme Médecins sans frontières qui emmènent des médecins qui soignent cette maladie de manière plus ou moins bénévole. Je vais quand même pas terminer une question de curiosité, c'est vrai. J'ai quand même avec moi un élu de la ville de Lubumbashi, son parti pris. Est-ce qu'aujourd'hui, le bilan de Moïse Katumbi, on fait la comparaison aujourd'hui, est-ce que sans Katumbi, le Katanga va mieux ou moins mieux? Bon, j'invente une formule parce que beaucoup de choses se disent que nous, c'était un mythe, Katumbi n'a pas si bien fait de choses au Katanga, qu'on invente des choses et tout ça. C'était pas le paradis comme on les décrit à l'époque. Aujourd'hui, sans Katumbi, le Katanga va mieux ou moins mieux? Bon, je vous donne seulement le thermomètre. Hein. Je pense que la farine qui est passée de 13 000 francs par sac de 25 kilos à 45 000 francs le sac, ça montre déjà dans quel décor nous sommes. Nous avons les pertes d'emploi aujourd'hui, les sociétés minières qui ont fermé avec la tracasserie, les pertes d'emploi, les chômages. Le gouverneur actuel du Haut-Katanga a chassé sans ménagement plus de 300 agents qui étaient employés et payés par la province, notamment dans le secteur de l'assainissement et du recouvrement des recettes. Donc tout ça contribue à un climat. Mais je pense que... C'était les hommes de Moïse Katumbi. Mais pour lui, parce que vous savez qu'à l'époque de Moïse Katumbi avait pu récupérer les enfants de la rue qui ont été formés à Kanyamaka CC, plus de 300 enfants de la rue, que nous avons repris et replacés dans les différentes villes pour ne fût-ce que leur apprendre, leur donner un métier, et ces gens sont devenus des gens responsables avec des ménages. Est-ce qu'un enfant de la rue est nécessairement un homme de Moïse Katumbi? À chacun de le juger. Mais je pense, le plus important, madame, au lieu de créer une polémique inutile, pourquoi a-t-on aussi peur de Moïse Katumbi? Puisqu'il n'était qu'un mythe, puisqu'il n'a rien fait, mais qu'on le laisse poser sa candidature, exercer la politique tranquillement. Mais vous sentez que dès qu'on parle de Moïse Katumbi Tchapoué, c'est tout le monde qui est agité. Maintenant, c'est ce que nous demandons. La force de la démocratie, c'est de se présenter devant la population. Moïse Katumbi a des comptes à rendre à la population du Katanga, à la population congolaise.
Il a décidé de se poser comme candidat à la magistrature suprême. Maintenant qu'on laisse le peuple le sanctionner et juger par lui-même du travail que Moïse Katumbi a eu à faire. Nous allons clôturer par le volet, en tout cas, je peux dire environnemental. Comme vous le savez, quand il pleut à Kinshasa, c'est vraiment pas le beau temps après. Donc, Congo Web Télévision est descendu pour constater les dégâts de la pluie torrentielle, en tout cas, de cette semaine. La CAFCO a réagi aussi. La ministre, en tout cas, Thérèse Olenga, a tenu une réunion vraiment pour débattre de cette question. Et évidemment, le délabrement de la route Sekomaf Angeli Brasserie. Les femmes sont d'autant plus offusquées que cette situation pourrait pu être évitée si les uns et les autres avaient pris leurs responsabilités, notamment par rapport au curage des caniveaux et rivières et aux constructions anarchiques, à la gestion des immondices, à l'entretien de la voirie, etc. C'est d'autant plus grave que ces catastrophes aggravées par les changements climatiques surviennent de manière récurrente à Kinshasa et dans l'ensemble du pays à chaque saison des pluies. Les femmes constatent que, malgré la répétition de ces phénomènes, la population n'est pas informée de l'existence d'un plan de contingence qui pourrait être déclenché en cas d'urgence. Ceci frise la non-assistance en personne à danger. Les femmes décrient la passivité de l'autorité judiciaire et regrettent qu'aucun responsable ne soit frappé des sanctions suite à ces nombreuses calamités qui causent beaucoup de morts gratuites, de désolations et de détresse dans nos familles, sans oublier les maladies endémiques et les épidémies qui vont réapparaître, aggravant ainsi la pauvreté et décimant la population, allais-je dire. Cet état de choses fait de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, jadis appelée Kinlabel, un lieu insalubre et sinistré. De ce qui précède, les femmes recommandent aux autorités politiques et administratives veiller au respect de la politique d'urbanisation et d'aménagement du territoire, d'allouer un budget conséquent pour l'assainissement des villes et des communautés locales dans le but d'atteindre l'objectif de développement durable 11, de rendre public le plan de contingence, de mettre en place des mesures d'encadrement et de prise en charge des populations sinistrées. Regarde la moto. C'est une pluie diluvienne qui s'est abattue dans la matinée sur toute la ville de Kinshasa. Comme l'illustrent ces images, ces larmes du ciel ont laissé sur leur passage des dégâts matériels énormes dans presque toutes les communes de la capitale. Au centre-ville, par exemple, différentes artères étaient scandaleusement inondées. Impossible aux automobilistes, mais également aux piétons, de contrer cet obstacle au risque d'être emportés par ces eaux de pluie. Même spectacle désolant sur l'avenue des Huileries et le boulevard Triomphal. Sur l'avenue Kabombar, non loin du rond-point Huileries, l'eau a débordé dans les parcelles environnantes, empêchant aux riverains de vaquer à leurs occupations. À l'origine de ce drame, il parle de caniveau bouché. Mayo commune au sala mais commune a la capacité au sala ngote senga OVD fona ba tracteur ne ba sala place chaque fois son mbula muke beti place ezara inondé ba benga bata maboko ba au sala mais aussi mbate senga ba engin il faut ba na partie ya nini ya kalfungo la ba no kire kuna tiba ya awa ba terrasse nyon sur eza bouché même ba au sala maboko ba au sala musala punda. D'autres accusent les bourgmestres de cette municipalité qui aurait failli à sa mission, ce avant d'interpeller l'autorité urbaine à s'en charger. Premièrement, tout avons fait sa faute dans le bourgmestre. Parce que eux ont compétence à bourgmestre, il faut faire sa rapport. Chaque jour, Namboula, le bourgmestre, c'est ce qui parle sauter. Il faut se soigner, il y a un rapport au ministère provincial. Maé côté biso la banda to senga na ba kondiba ko bongisela biso boye mabe ba courant banzela mabe bato bazoleka ba bongisela biso moi place. Sur l'avenue Isoke dans la commune de Kinshasa, les habitants disent être abandonnés à leur triste sort depuis plusieurs mois. Moi de 30 ans tu souffrir d'un maïs que betka moula mukie d'un plein à craquer moula mukie plein à tamatanga plein
solution. Sur Cabinda, juste à côté de l'usine de panification, un mur s'est écroulé durant la pluie qui a débuté vers 5 h du matin. Heureusement, il n'y a eu aucune victime. L'insalubrité à Kinshasa est décriée par tous. Elle est actuellement un véritable fait de société. Il est vrai que depuis quelque temps, le gouvernement provincial tente de mener de temps en temps des actions pour remédier à cette situation, mais hélas, sans grand résultat sur le terrain. Même si les responsabilités de ces échecs sont à partager, il n'en demeure pas moins que la ville capitale fait face au manque des moyens adéquats pour changer la donne. C'est dans ce sens que, sur instruction du chef de l'État, l'exécutif de Kinshasa vient de lancer une série de réflexions pour pallier ce déficit financier qui met à mal la matérialisation du programme d'assainissement intégral de la ville. Le gouverneur de la ville a lancé la réflexion et nous continuons en commission d'experts pour approfondir les tenants et aboutissants des partenariats que nous allons conclure très bientôt avec les professionnels appelés à prendre en charge l'assainissement de la ville. Il était important que nous puissions définir les moyens dont la ville peut disposer, parce qu'il faut reconnaître que le grand handicap que nous avons pour la prise en charge de l'assainissement de la ville, ce sont les moyens. Les ressources définies bien entendu par la loi, les taxes que la population, hélas, ne paye pas. Vraiment, c'est voir comment capitaliser le fait que nous ayons ces taxes-là, comment capitaliser le fait que nous ayons aujourd'hui un fonds appelé, encadré à mobiliser les ressources nécessaires à l'assainissement de la ville, le FONAC, pour que nous puissions avoir les moyens nécessaires et permettre à l'autorité de pouvoir bien négocier la contribution du gouvernement central à la prise en charge de l'assainissement de la ville. Mais dans l'entretemps, la ministre provinciale de l'Environnement, Thérèse Olenga, invite les Kinois à adopter le geste propre et responsable, ainsi participer à l'amélioration de l'environnement de la capitale. Le trafic sur la nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Sekoma et Fendjili Brasserie est devenu un casse-tête. À la base, le délabrement de cette artère qui ne facilite plus la circulation et des véhicules et de la population de Kinshasa. kamino mutuka ezako kangama nzela oya biso ya Sekoma mais ti lelo nzela oyo ezaka toujours malamu te kobana njibwa c'est comme atisi ça problème ba kamino msobeta ba 3 jours à la pamba la potopoto nzela poso zali ti comme atisi da ba karso za mpani pamba ala condition nzela. Camionneurs, vendeurs de sable et population expriment ici leur ras-le-bol. Ils sollicitent l'intervention de l'autorité compétente. Bakonzi obazo kamba biso batala na nzela oyo banifele nzela oyo po eza les routes de dessert agricole ata à part biso batazelo tozana ba bilanga ba plantation ebele ba produits so bima awa nzelo ba ferme ya to senga lisungi soki bakonzi bakoyo que so ta mawa ba ko rabota ta ko raboter ya pamba to sengi aide to imposer to sengi aide bo raboter ta nzela nivele zeye e raboter pour tous moi souffre pas mais ya sala msama pour tous souffrir oh ya 6h 12h de 12h 18h. Rappelons que la dégradation continue de cette route depuis 10 ans a paralysé toutes les activités exercées par la population d'Fendjili Brasserie. Christian Mandosimba, j'ai avec moi une élite, un intellectuel qui a voyagé, qui a sillonné le monde. Aujourd'hui, quand il pleut, il y a certains internautes qui disent que non, ça ne se passe pas seulement dans la ville de Kinshasa. On nous montre des photos de Bruxelles, de Londres, de Paris, qui a eu des inondations. Est-ce que c'est bon aujourd'hui de dire que non, ça n'arrive pas qu'à Kinshasa, donc ça peut passer par rapport aux inondations? Mais je pense qu'il ne faut pas fuir la réalité. Parce que il y a des choses qu'on peut éviter. C'est vrai qu'on ne peut pas tout prévoir. Mais il se pose un problème réel ici. Depuis des années qu'on chante la révolution de la modernité. On ne sait même pas curer des rivières. Je m'excuse beaucoup. Au Katanga, on avait laissé une dizaine de machines pour le dragage des rivières. Ici, on ne sait même pas draguer une rivière. Est-ce que on ne sait pas prévoir que à telle période, de telle période à telle période, il y aura la pluie?
Mais c'est tout ça. C'est le manque c'est une gestion non planifiée. Le curage des caniveaux. Un travail simple. Pourquoi on doit construire des routes, on ne prévoit pas la canalisation des eaux? Aujourd'hui, les conséquences sont là. Et je crois que c'est l'imprévisibilité. Voilà toutes les raisons qui poussent à ce qu'on refuse d'organiser les élections. Parce que ce sont ces élections-là qui vont permettre au peuple de sanctionner les autorités qui n'ont pas planifié tout ça. André Kimbuta l'a dit aussi, c'est aussi la faute à la population. Il faut quand même aussi prendre la responsabilité de la population qui, par elle-même, jette surtout les ordures en matière plastique dans les rivières et dans les canalisations aujourd'hui. Est-ce que c'est André Kimbuta qui doit être derrière chaque Quinois, par exemple, pour lui dire ne jetez pas telle saleté dans tel endroit? Il faut aussi sensibiliser la population. Madame, un Congolais, je vous en prie, un Congolais à Paris ne se comporte pas comme un Congolais à Kinshasa. Parce que l'État existe. Parce que l'État existe. Parce que vous allez à Paris, vous jetez les immondices en pleine rue, la police vous arrête. Pourquoi l'autorité urbaine doit commencer à se plaindre de la population et ne la sanctionne pas? Mais pourquoi il y a une autorité? Pourquoi il y a un État? Pourquoi il y a les instruments de gestion et de répression? Mais ce n'est pas à l'autorité urbaine de se plaindre, c'est à l'autorité urbaine d'appliquer la loi, de prendre les règlements, de les faire exécuter pour que les choses soient claires. C'est comme un parent qui est en train de se plaindre que non, voilà, les enfants n'obéissent pas à la maison. Quel est son rôle de parent? Je pense que c'est une démission. Je pense que l'État doit être responsable et le maire de Kinshasa ou le gouverneur de Kinshasa doit être responsable, prendre ses responsabilités et faire une gestion planifiée, sanctionner les gens qui ne respectent pas les règles, c'est tout. Je reviens à Lubumbashi. À Lubumbashi, il n'y a jamais eu de dégâts comme ça après la pluie? Parce que les Kinois ont tellement une image centrée que sur Kinshasa, mais au Katanga, à Lubumbashi, il n'y a jamais eu de pluie diluvienne qui a causé autant de dégâts? Ça existe aussi. Ça existe aussi. Ça se passe de temps en temps aussi à Lubumbashi. C'est vrai que ça se passe et qu'il faut que l'État prenne les dispositions pour que ça ne se passe plus. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, mais c'est un peu sur l'ensemble du territoire national. Voilà, Christian Mandosima. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci en tout cas, comme je l'ai dit, l'expression est consacrée d'être passé à la barre. En tout cas, les portes de Congo Télévision vous sont ouvertes pour une autre Info 7. Merci donc à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Vous avez demandé un membre du G7, et bien, vous l'avez eu, il est vice-président de ce regroupement politique. Merci à toute l'équipe technique. Merci en tout cas encore une fois vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité, vos remarques et suggestions. Et bon début de semaine à tous les journalistes, et je vous jette des fleurs à tous les journalistes en action. See you dimanche prochain.